Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vous ai pas parlé depuis assez longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et qu'il faut faire le point de façon juste lorsque la situation, comme celle d'aujourd'hui, est celle d'un monde qui s'embrase et dans laquelle la France ne tient pas son rôle. Celui d'un médiateur, d'un aspirateur, d'un catalyseur. Au contraire, elle s'est située dans un camp au lieu de s'élever au-dessus de la mêlée et d'apporter des solutions, d'apporter une aspiration pour définir notre voie vers la paix dans le monde. C'est ce que, dans les termes du général de Gaulle, on appelait le point où, face au péril, la cause de la France apporte ce qu'elle a de meilleur à la cause de l'humanité. Et que prévaut un droit naturel entre nations, le droit du traité de Westphalie de 1648, le droit de l'avantage mutuel, d'un système gagnant-gagnant qui permet d'apporter la paix. Notre combat pour une nouvelle architecture internationale et en Europe, de développement mutuel, économique, et de sécurité mutuelle, c'est la direction où aller et vers laquelle nous n'allons pas. C'est pourquoi il faut se ressaisir et nous devons changer, et ce doit être chacun d'entre vous, citoyens français, qui soit capable d'apporter, je dirais, de l'eau à son moulin, qui est le moulin de la justice et de la paix. On pourrait dire ce fameux moulin de Moïse que l'on voit dans la cathédrale de Vézelay, dans un chapiteau de la cathédrale de Vézelay. Alors, la situation. Voilà que se réunissent en Arabie Saoudite les envoyés de Donald Trump, c'est-à-dire le représentant du Conseil national de sécurité, Michael Waltz, Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, et également le représentant pour les affaires internationales. Alors, du côté russe, on voit d'une part Serge Lavrov, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères, et Yuri Ushakov, quelqu'un de moins connu, mais qui est le représentant de Poutine. Et cette réunion se fait en Arabie Saoudite. Cette réunion décisive, en grande partie décisive pour l'avenir du monde, et qui marque un changement d'époque. Eh bien, elle se fait en Arabie Saoudite. Elle ne se fait pas dans une capitale européenne, à Genève ou à Helsinki. Elle se fait à Riyad. Et vous savez que les Saoudiens ont le sens de saisir les occasions. Et là, eh bien, ils sont très pragmatiques. Ils se font peut-être pas d'illusions, mais ils savent qu'ils peuvent jouer un rôle très important et ils cherchent à saisir cette occasion. Et nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas parce que nous n'avons pas été capables, depuis 50 ans au moins, en France, je dirais, allez, soyons aimables pour lui, depuis la mort de Georges Pompidou, mais en réalité depuis le départ du général de Gaulle, nous ne sommes pas capables de défendre notre souveraineté. Et nous nous sommes soumis à un maître, un fédérateur extérieur, qui a été l'OTAN, qui a été l'oligarchie financière qui dirige les États-Unis. Et puis, voilà que nous avons changé de maître, et qu'aux États-Unis apparaissent Donald Trump et J.D. Vance. Et vous avez vu que J.D. Vance, dans son discours, auprès de la conférence de Munich sur la sécurité, a adressé une volée de bois vert extrêmement sévère aux dirigeants européens. Ce qu'il leur a dit, c'est que vous êtes vos propres ennemis parce que vous êtes les ennemis de votre peuple. Vos ennemis ne sont pas principalement la Chine ou la Russie, c'est vous-même. Parce que vous ne permettez pas la liberté d'expression, vous n'êtes pas indépendant, et vous n'êtes pas fichu de vous constituer une armée, donc vous dépendez de l'extérieur, c'est-à-dire de nous autres Américains, et maintenant vous devez payer. Alors, ce ne sont pas des paroles aimables, elles ne sont pas douces à entendre, mais ce sont des paroles justes. Parce que, en termes de liberté d'expression, on a bien vu que les principaux médias européens ont soutenu la guerre de l'OTAN en Europe, que l'Europe, Boris Johnson, mais représentait l'ensemble des dirigeants européens et à l'époque de Biden, est allé à Kiev empêcher, fin mars,
2022, qu'il y ait un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, alors que c'était encore possible. Et puis, tous les médias européens attaquent, lorsque cela ne leur convient pas, le référendum français de 2005, et Sarkozy l'a renié, attaquent systématiquement toute politique d'indépendance en France, font l'éloge de Sarkozy lorsqu'il fait rentrer la France à nouveau dans le commandement intégré de l'OTAN contre ce que le général de Gaulle avait décidé. Et puis, actuellement, ces médias, cette opinion européenne a fait campagne contre Trump et Vance, constamment. Maintenant, elles ont le coup de fouet en retour. Elles ne doivent pas s'étonner. Elles ne doivent pas s'étonner que le maître parle, puisqu'elles ont admis qu'elles étaient les vassaux. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir certaines réactions, parce que dans le genre impuissant, c'est le président de la conférence de Munich sur la sécurité, Christoph Eusgen, qui se met à pleurer parce que tout son système est tombé à l'eau. On ne peut plus avoir un ordre, soi-disant de paix, mais qui est fait pour perpétuer une politique d'impérialisme et de colonisation. Ça ne marche plus. Pour différentes raisons, le maître s'est fâché. Ça ne veut pas dire que le maître a raison ou tort. C'est que le maître nous a bien ramenés à notre rang de vassaux. Voilà ce qui s'est passé à Munich. Et alors, certains ont réagi. Par exemple, je vois ici une réaction drôle qui est d'avoir dit l'Ukraine, c'est Viktor Orban qui le dit, qui est en désaccord avec les autres, qui dit l'Ukraine pourrait être l'Afghanistan des Européens, s'ils continuent à faire les 20 ans de guerre, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et puis un journal italien a dit c'est un nouveau débarquement en Normandie des Américains pour sauver l'Europe contre l'Union européenne. Donc nous avons toutes ces réactions et leur part de vérité. Parce que il est clair que ni dans le cas de ce qui se passe en Ukraine, ni dans le cas de ce qui se passe à Gaza, au Moyen-Orient, l'Europe n'a manifesté en aucune sorte son intérêt national, son véritable intérêt. Donc on est soumis, et il ne faut pas s'étonner de cette volée de bois vert que nous a asséné J.D. Vance, parce que on voit bien que lui-même, Trump, tout ce qu'ils ont fait ont été noircis par les médias européens. Alors on peut bien critiquer, mais on l'a fait tout en promouvant la candidature de Kamala Harris et ne comprenant pas ce qui est en train de se passer à l'intérieur des États-Unis, où faute d'avoir trouvé un dirigeant qui soit un homme réellement attaché à l'avenir, aux soucis de l'humanité, à la justice, comme pouvait l'être mon ami Lyndon LaRouche, eh bien on a pris Trump et Vance, qui représentent un sursaut d'un intérêt, je dirais, national, libertarien, américain, que les Américains ont voté. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y avait Kamala Harris, dans la tradition d'Hillary Clinton et des autres, et qu'elle a perdu. C'est plus Kamala Harris qui a perdu que Trump n'a gagné. Et les Européens doivent enfin réaliser cela. Alors, comment réagit l'Union européenne ? Macron réunit à Paris tous les dirigeants qui lui conviennent. Il n'y a pas Orban. Meloni est arrivée avec une heure de retard pour marquer un certain désaccord. Et il y a Scholz, qui, comme le dit Vance, je n'ai pas eu besoin de le rencontrer parce qu'il sera plus chancelier bientôt. Et il y a l'anglais qui était là, l'anglais de service. Alors, de quoi a-t-on discuté ? Eh bien, les rumeurs étaient que l'Europe pourrait s'engager à développer un jour un corps d'armée en Ukraine, peut-être 50 000 soldats. D'autres disaient une brigade blindée de 6 à 7 000 soldats. Mais dès le départ, on pouvait dire, voilà, les États-Unis ne veulent pas l'OTAN. Mais l'Europe ne pourrait-elle pas remplacer l'OTAN ? Mais en réalité, il y a un article qui le permettrait, c'est l'article 42.7 du traité européen, qui stipule, et je lis, qu'en cas d'agression armée contre un État membre sur son territoire,
les autres États ont l'obligation de lui apporter aide et assistance par tous les moyens de leur pouvoir. Or, même Zelensky l'a dit, si on n'a pas l'aide américaine, cette aide européenne, cet engagement américain, nous n'y comptons pas beaucoup, ça ne peut pas dire grand-chose. L'Europe n'a ni moyens financiers, elle est soumise au système de Wall Street et de la City, et l'Europe n'a pas les moyens militaires. Donc, on parle de tout cela en l'air. On n'a pas les moyens. Et on se fait des illusions. En plus d'avoir suivi pendant 50 ans une politique de soumission, on se fait des illusions lorsqu'arrive une heure décisive. C'est-à-dire l'heure dans laquelle les Américains disent « c'est une paix en Europe qui nous convient, nous ne pouvons plus être dans cette situation de tension, passons à autre chose ». Alors, comment réagit Macron lui-même ? C'est assez étonnant de voir sa dernière réaction, interview aux Parisiens. D'abord, il nous dit « je reparlerai à Poutine si c'est utile à la situation ». Mais il ajoute qu'il reconnaît que l'Américain, que Trump, peut réamorcer un dialogue utile avec le président Poutine. En gros, Macron reconnaît qu'il était devenu grenouille tentant de se faire plus grosse que le bœuf, et maintenant, il se dégonfle un peu, en disant « oui, mais il faut des garanties de sécurité qu'il faudra apporter à l'Ukraine en termes d'un cessez-le-feu ». Il ne comprend pas que Trump, ce n'est pas un cessez-le-feu qui cherche Poutine non plus, c'est un accord général de paix et de stabilité pour l'Europe. Alors Macron ajoute « la France ne s'apprête pas à envoyer des troupes au sol belligérantes dans un conflit sur le front ». Alors il revient sur ce qu'il avait dit en le passé, il précise parce qu'il s'adapte aux situations. C'est là en même temps. Et il ajoute, cependant, il faut réarmer et rééquiper les Ukrainiens. Alors pourquoi faire ? Pour se faire tuer jusqu'au dernier ? Alors que nous n'enverrons personne là-bas ? C'est ça la logique de Macron ? Et ensuite, il nous dit, nous enverrons des troupes en termes limités, hors de toute zone de conflit, pour conforter les Ukrainiens et en signe de solidarité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. On comprend presque que le directeur, celui qui dirige la conférence sur la sécurité, s'est mis à pleurnicher. Parce qu'en temps de Macron, on pourrait rire ou pleurer par rapport à ce qu'il dit, qui ne représente plus rien. Alors la seule chose qu'ils reconnaissent, c'est qu'il faudrait un mandat des Nations Unies. C'est ce que Dominique de Villepin avait exigé au moment de la guerre en Irak, que les États-Unis ont mené sans mandat des Nations Unies. Alors là, il y a un petit progrès. Mais évidemment, ce que nous dit Macron, c'est que pour cela, il réunira les groupes parlementaires à Saint-Denis comme il l'a déjà fait. L'image qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une réunion de gens qui, comme Saint-Denis, seraient sans tête, auraient perdu leur tête. Donc voilà la situation telle qu'elle est par rapport à l'Ukraine. Maintenant, passons au Moyen-Orient. Déclaration de Trump et des gens qui le soutiennent sont inadmissibles dans ce domaine-là. Faire une riviera à Gaza, c'est un manque d'empathie absolu pour les victimes. C'est comme si on faisait un accord pour les victimes des camps de concentration. Et oui, après tout, en les envoyant vers Israël, ceux qui avaient été victimes, les Juifs qui avaient été victimes de la Deuxième Guerre mondiale, et en ne leur donnant pas le rôle qu'ils devaient avoir en Europe. Et j'en ai discuté longuement avec Marek Edelman, le héros du combat pour le ghetto de Varsovie, quand j'étais moi-même à Varsovie. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a créé cette division pour régner, typique, juifs contre palestiniens, juifs contre arabes, chiites contre sunnites, etc., qui a toujours été la politique coloniale. Alors, dans ce sens, Trump renoue avec la politique coloniale et donne probablement quelque chose de très important et très dangereux aux Israéliens. C'est non seulement des bombes de 1000 kilos, mais on parle des mégabombes capables de détruire les sites iraniens où il y a toute la recherche sur le nucléaire. Et Israël ayant l'arme nucléaire, ce serait enclencher un embrasement de tout le Proche et Moyen-Orient.
Or, que fait la France sur cela? Peut-être quelques belles paroles, mais rien qui n'ait de consistance. Alors pourquoi? Parce que regardons dans quel état nos dirigeants ont mis la France depuis 50 ans. Ils ont été chaque fois pires. Ce qui fait que notre pays n'est plus crédible, ni politiquement, ni économiquement, ni socialement, ni même culturellement. Il n'y a pas de taux de croissance en valeur réelle, en volume, depuis au moins 10 ans en France. Il y en a un peu dans d'autres pays européens, mais très peu. Ah, la croissance est en monnaie. En défense, en monnaie qui se dévalue, hein. C'est l'inflation. Je vous expliquerai pourquoi. En défense, de plus en plus, nos armes ont des composants fabriqués ou sous licence américaine. On veut le freiner, hein, on veut l'empêcher. Mais on est assis sur le système de la City et de Wall Street. Comment pourrait-on empêcher qu'ils exercent en matière de défense leur tutelle? Les données, nos données, y compris celles de défense, Microsoft, le cloud américain, Palantir pour nos avions, Palantir, la société de Peter Thiel, qui est le conseiller proche de Trump et qui est un individu dangereux, avec le même genre d'hubris que peut en avoir Elon Musk. Il est dangereux parce qu'il est pour une politique du nucléaire, pour une politique de création, pour une politique de souveraineté, mais contre les autres. C'est la vieille histoire de l'ennemi existentiel. On n'existe que si on domine son ennemi. Et ça, c'est le problème de Trump aussi. Alors, Macron, face à la situation, fait les citations que je vous ai dites, fait les déclarations que je vous ai dites en matière de défense, mais au Financial Times, en matière d'économie, il dit « Mais la solution, c'est que la règle du déficit public de 3% aux Européens, par rapport au produit intérieur brut, soit caduque, soit proclamée caduque. » Van der Leyen a dit à peu près la même chose. Pourquoi? Pour permettre des dépenses de défense, pour surarmer. Pour armer parce que les Russes sont très dangereux. Si on les apaise sur l'Ukraine, ils vont s'en prendre aux Pays-Baltes, à la Pologne et peut-être même aller plus loin. C'est grotesque. C'est grotesque parce que, d'une part, les Russes n'en ont rien à faire de la Galicie et la Wallonie, la partie de l'ouest de l'Ukraine. Ils en ont à faire de la partie est, où il y a les ressources à la fois industrielles et en même temps l'ouverture sur la mer d'Azov et la mer Noire. Donc les Russes n'ont pas rien à faire des pays baltes non plus. Alors, on peut dire, mais alors, consacrons-le dans un traité de paix. Et oui, c'est ce que devrait faire la France. Elle devrait dire, garantissons les frontières, après qu'on ait reconnu que, étant donné les circonstances, la Russie voit consacrer sa maîtrise des Catoblastes et de la Crimée. Mais qu'ailleurs, les frontières soient respectées. Et là, oui, on peut jouer un rôle. Mais pas en jouant les Don Quichotte contre, je dirais, les moulins russes à nucléaire. Ce ne sont pas les éoliennes. Ce sont des moulins qui sont nucléaires. On ne peut pas faire trop le malin dans ces circonstances. Ou bien on fait mourir jusqu'au dernier des Ukrainiens, ou bien on y va et on crée les conditions d'un conflit en Europe. D'ailleurs, nos dirigeants américains militaires disent qu'ils s'y préparent. Ou une guerre en Europe, et puis une guerre qui peut monter jusqu'au seuil nucléaire. Donc ce danger de guerre, tant au Moyen-Orient qu'en Europe, c'est exactement la condition fondamentale. Et par rapport à l'économie, qui devrait permettre une stabilité, tout ce que Macron trouve à dire, c'est qu'il faut dépenser plus, pas dans l'économie physique, pas dans l'économie réelle, dans l'économie militaire et dans l'économie purement monétaire des spéculations et des services. L'opposition, chez nous, ne pense qu'à augmenter les dépenses, sans avoir du tout d'engagement politique pour augmenter la substance économique, l'économie physique réelle, qui permettrait de justifier ces dépenses sociales. La Cour des comptes déclare « La dépense de la France est en roue libre et le déficit lui-même est devenu en roue libre ».
Pourquoi ? Pas parce qu'on a trop dépensé, comme le dit la droite, ou pas en dépensant plus, comme le dit la gauche, non. Parce qu'on n'a pas fait un crédit pour l'économie physique, pour l'économie réelle. On a plutôt entretenu un système financier mondialiste, financier, multinational, qui a détruit notre industrie et notre agriculture. Au lieu de servir socialement, politiquement, le peuple, on l'a maintenu en survie par le bas. Et on a vu que la politique a été celle que le peuple identifie d'ailleurs, la majorité du peuple identifie, celle des cassos ou des allocs, et aussi d'entretenir la pauvreté des plus pauvres, puisqu'ils ne comptent pas, puisque souvent ils ne votent pas. Et avoir une politique, disons, traitant les immigrés en bouc émissaire, alors qu'on ne développe pas leur pays d'origine et qu'on ne crée pas les conditions où ils ne partent pas, où ils restent pour développer chez eux. Donc, là aussi, on marche sur la tête. Et on a fait quoi ? Et c'est ce que nous critiquons, et ce qui est la preuve de cette absence totale de considération, d'amour pour le peuple. C'est qu'on a livré notre pays au narcotrafic. Alors là, c'est des moulins à vent que font Retailleau et Darmanin, puisqu'on prenne au point de deal, même au portefeuille de gens qui sont à Doha ou ailleurs. Mais pas, au fond, pas à ce système qui a organisé cela, toute la mafia, qui est la mafia de la politique internationale des pays occidentaux aujourd'hui. Pas la mafia de base, pas ceux qui consomment en bas comme en haut dans cette mafia, au sein de cette mafia, la cocaïne. Une politique qui, en fait, est une politique de rodomontade, un Stalingrad contre la drogue, a dit Darmanin, mais qui, en réalité, est une politique de complaisance vis-à-vis des intérêts financiers qui entretiennent le trafic. Résultat, notre réindustrialisation échoue, tout le monde le dit maintenant, toute la presse financière. Nous n'avons aucun excédent public depuis 1974. Notre balance commerciale est toujours déficitaire. Depuis 1989, le pays dont le ratio de déficit par rapport à la dette publique, le ratio de déficit de la dette publique par rapport au produit intérieur brut a le plus augmenté en Europe, c'est la France. Les dépenses publiques, eh bien, dans nos dépenses publiques, les investissements comptent pour environ 7%. Et on parle d'économie de l'offre. Et la bourse augmente. Alors oui, la bourse augmente. Le CAC 40 a explosé à la hausse, bat tous les records. Comme la bourse américaine d'ailleurs, un peu en retard. Pourquoi ? Parce que le système de pillage continue. On a organisé les bourses américaines comme un instrument de pillage monétaire. Et maintenant, comme elles sont atteintes à un niveau tellement élevé que c'est une bulle, c'est une énorme bulle qui dure depuis qui a été commencé à être remis en ordre en 2008, un ordre destructeur. Et évidemment, les Américains viennent faire leur course en France, en s'emparer de nos entreprises. Que les Américains marchent bien et ont surplus, parce que non. Pourquoi les États-Unis, en termes monétaires, en termes de puissance financière, de puissance militaire, vont mieux ? Il y a, depuis 1995, une augmentation de la production en termes monétaires supérieure aux États-Unis qu'en France. Et il y a une supériorité financière. Mais les États-Unis ont 123% de dette publique, plus que nous qui avons 115%. Et le déficit budgétaire, qui, on dit vouloir maintenir à 5,4%, mais inéluctablement va vers les 6%, en France, est de 7,4% aux États-Unis. Pourquoi ça continue ? C'est le privilège exorbitant du dollar, dont parlait le général de Gaulle, et dont parlaient les économistes aussi associés au Parti communiste. Le dollar, c'est encore 65% des réserves de change dans le monde, et à peu près 50% des échanges. Et c'est l'inflation américaine qui est exportée en réalité en Europe, comme elle l'a été auparavant vis-à-vis des pays du tiers-monde. Et l'Europe est devenue le tiers-monde de cette économie dominée par l'oligarchie anglo-américaine. Alors,
C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé dans les couloirs de la conférence sur la sécurité de Munich. Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a rencontré qui? Pas des représentants de la délégation américaine. Il a rencontré Graham Allison. Graham Allison, qui est celui qui mettait en garde contre le piège de Thucydide, la puissance montante qui va affronter la puissance descendante. En gros, la Chine contre les États-Unis. Et Wang Yi a discuté avec Allison comment l'éviter. Parce que la Chine, qui a une politique gagnant-gagnant, est une politique sage. Ils ne veulent pas avoir un affrontement. Ils veulent réunir toutes les conditions possibles pour un développement mutuel et cette architecture de sécurité et de développement dans le monde. Ils ne sont pas parfaits, mais leur orientation est celle-là. Et Wang Chuning, qui est le numéro 3 de la Chine, a pris sa leçon sur ce qu'est l'inflation dans les œuvres de qui? De Jean Bodin, qu'il a lu lorsqu'il était étudiant, qu'il a écrit sa thèse là-dessus, et qui dit c'est le premier bourgeois européen du système bourgeois qui a expliqué ce qu'est l'inflation. Donc la Chine est plus proche de l'économie physique que ne le sont les autres pays. Et la Russie, dans un certain sens, en s'appuyant, elle, sur les dépenses militaires, et très fortement, a montré que les déclarations de Bruno Le Maire disant qu'il fallait mettre, avec les sanctions, l'économie russe à genoux, racontaient n'importe quoi. Et je crois qu'il y croyait, même, ce qui est encore pire. Alors, dans ces conditions, que peut faire la France? Eh bien, on peut dire qu'il faut absolument, et que nous y raillons, au sommet, une nouvelle architecture de développement économique mutuel et de sécurité. Et que dans ce contexte, il faut à tout prix la paix en Europe, une paix juste, qui assurera les conditions que j'ai présentées tout à l'heure sur l'Ukraine, tout en disant à Trump, ce système de protection pour un dôme qui protégera les États-Unis de tout, c'est une folie. Ça n'a rien à voir avec ce système d'initiative de défense stratégique qu'avait proposé à l'époque Reagan et surtout Lyndon LaRouche, qui en avait le concept. Pourquoi? Parce que c'est penser que les États-Unis feront ce dôme contre tous les autres et que ça les protégera. C'est le système de l'ennemi existentiel qui est encore dans l'économie américaine et dans la personne même de Trump et de Vance. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut baser un système, il faut établir un système gagnant-gagnant. Et cela, on ne peut pas le faire avec le système de la City et de Wall Street. Donc il faut en changer. Et c'est là ce qu'amène l'impulsion des pays du Sud, les pays du BRICS, avec lesquels nous devons examiner les conditions d'une coopération et renouer avec la conviction, avec la conception gaulliste de la détente, l'entente et la coopération. C'est ce que peut faire la France dans les conditions d'étudier une reconstruction de l'Ukraine qu'il faudra reconstruire ensemble, de la part de tous ceux qui, directement ou indirectement, ont contribué à sa destruction. Et ceux qui ont décidé d'arranger une guerre par personne interposée que jouerait l'Ukraine, soi-disant pour menacer et déstabiliser la Russie, chose qui a totalement échoué, et il faut le constater. Et c'est pour ça qu'il faut partir sur les bases que je viens de définir, en réintégrant progressivement la Russie. Et Trump l'a dit lui-même, que la Russie devait revenir au G8, c'est-à-dire au G7, plus la Russie, les principaux pays occidentaux, plus le Japon. Mais quel sens à ce G7 ou G8? Peut-être assurer la sécurité en Europe, à condition que ce soit sa conviction, et de définir des frontières par rapport à ce que j'ai dit, et qu'elles soient respectées. Mais elles peuvent l'être que dans un système de coopération et de développement mutuel, en Europe comme dans le monde. Et les dirigeants européens, tant qu'ils voudront suivre les lubies de van der Leyden, ou les lubies de leurs banquiers, ou les lubies aussi de certains de leurs militaires, eh bien, ils seront les dindons de la farce, ou bien s'exposeront à une guerre, ou bien s'exposeront
à une crise terrible parce qu'ils ont une énergie dès maintenant qui paye 4 fois plus cher que le gaz russe et le gaz américain ou du Qatar, et ils n'ont pas l'adhésion de leur peuple, et ils ont une culture qui s'effondre. On le voit chez les enfants et les adolescents qui sont soumis à cette société des écrans dans lesquels la concentration sur ses capacités créatrices ne peut pas avoir lieu. Évidemment, il ne faut pas supprimer les images, ce serait débile, mais il faut redonner un sens culturel à cette société qui a les moyens de communiquer comme on ne l'a jamais fait auparavant, par l'intelligence artificielle et par tout ce que les réseaux sociaux pourraient apporter s'ils étaient inspirés, si on ne laissait pas y dire à peu près n'importe quoi, parfois des choses utiles, et surtout si les médias dits officiels ne chantaient pas tous la même chanson, qui est une chanson en réalité de guerre, de confrontation, où l'on cherche toujours l'ennemi à dominer. Alors, je terminerai sur le Proche et Moyen-Orient, parce que c'est là que la politique de Trump est à son pire. Pourquoi ? Parce qu'elle exprime là toute cette conviction que c'est la force et de nuire à son ennemi qui donne son sens à son existence. C'est ce que Platon a attaqué au début de la République. Thrasymachus, la force, ça ne marche pas, ce n'est pas la justice. Et Polémarque, ami-ennemi, ça ne marche pas non plus, ce n'est pas la justice. Donc la souveraineté ne peut être basée que sur la justice et le développement mutuel. Sans ça, ce n'est pas la souveraineté. C'est se condamner à une ligne Maginot qui sera toujours tournée par le côté opposé à ce qu'il prétend défendre. Parce qu'aujourd'hui, le monde est uni. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas se passer quelque chose quelque part sans que ça n'ait pas des répercussions ailleurs. Certains disent que nous sommes tous dans le même bateau. En Occident, c'est un bateau ivre. C'est une nef des fous. Et plus généralement, ce devait être, c'est une image, une sorte d'aventure, comme celle qu'on a pu courir, évidemment, quand le monde s'est élargi, quand il y a eu toutes les expéditions pour connaître davantage dans ce monde, et aujourd'hui, comme ce peut être une politique de l'espace. Et je la ramène ici, parce que l'espace n'est pas une chose en soi, c'est l'expression qu'on a tracé les conditions pour avoir cette politique sur Terre. Je reviens au Proche et Moyen-Orient. Si on veut la paix, il faut ce que nous appelons un plan Oasis, que notre coalition internationale pour la paix défend. Il faut un plan Oasis qui soit un développement mutuel pour tous les peuples entre le Jourdain et la mer, basé sur l'eau, et les Israéliens même en ont de trop, il faut qu'ils la partagent aujourd'hui. Et l'énergie, et qu'on ait un développement mutuel dans cette région. C'est le seul horizon de paix. Alors on dira, c'est pas possible aujourd'hui, ils se haïssent les uns et les autres. Je répondrai à cela. Aussi, pour y répondre, il faut reconnaître l'État palestinien, tout de suite, immédiatement. Pas faire comme la France, oui, c'est justifié, oui, mais pas tout de suite. C'est l'hypocrisie. Il faut, parallèlement à cela, faire en sorte que Marwan Barghouti soit libéré et que nous le protégions. Nous devons proposer que nos forces, du RAID ou d'autres, protègent Barghouti qui sera en danger à sa sortie de prison. Donc, faire en sorte que Trump, vis-à-vis de cette région du monde, ne pense pas en termes d'un spéculateur immobilier américain, pour faire de Gaza une Riviera, mais pense en termes de quelqu'un qui respecte les peuples. Il le dit parfois, à lui de prouver qu'il va le faire. Je ne crois pas que ce soit par des pleurnichements qu'on puisse y arriver. Donc, il faut une politique où on rétablisse notre capacité. Quelle preuve en donner en France ? Quelle preuve en donner par rapport au dur de l'administration Trump ? Aux Nations Unies, on a prévu Elise Stefanik. C'est avec Huckabee, qui est l'ambassadeur prévu en Israël, qui est un fou, un sioniste soi-disant chrétien, ou Rexet, le ministre de la Défense. Tous trois sont des pro-israéliens absolus, et pas pro-israéliens, parce que pro-israélien, c'est une chose qui se défend et qui est juste.
Non, pro-Netanyahou, pro-Ben-Gvir, pro-Smotrich, pro ceux qui trahissent le judaïsme et le peuple israélien. Donc voilà le danger pour Trump. Pourquoi ? Parce que ces gens-là sont liés à quelqu'un qui s'appelle Myriam Adelson, qui a financé la campagne de Trump et qui représente ces milieux d'argent aux États-Unis qui défendent Israël, pas parce qu'ils aiment Israël, mais parce que ça correspond à leurs intérêts et à leur hystérie. Voilà donc la situation vis-à-vis de l'administration Trump. Mais il y a aussi l'aspect positif. C'est ceux qui veulent nettoyer les écuries d'Ogias là-bas. Ces médias qui ont exercé leur empire sur l'État américain, qui ont lancé toutes les opérations contre les dirigeants qui les gênaient et qui ont mis un couvercle aussi solide qu'ils le pouvaient sur les assassinats de John Fitzgerald, de Robert Kennedy, de Martin Luther King et aussi de tous les autres. Alors, ce sont Tulsi Gabbard, qui est à la sécurité, c'est Kash Patel au FBI, et c'est John Radcliffe, dans une certaine mesure, à la CIA. Ces gens-là, notamment Radcliffe à la CIA, ils sont sous la pression de gens qui ont travaillé dans la CIA, comme notre ami Ray McGovern, et qui savent que la CIA, le FBI et tous les autres ont trahi le peuple américain, et même l'État américain. Et ils ont servi, comme le dollar, une économie financière multinationale, destructrice de l'État-nation. Donc si Trump veut vraiment être souverainiste, on dit qu'il est souverainiste, pour l'instant il ne l'est pas. Hein. Il présente un intérêt national américain qui est toujours basé sur cette notion de l'ennemi nécessaire pour être quelqu'un. La souveraineté, c'est le respect de l'autre. C'est un système gagnant-gagnant. C'est la souveraineté nationale de notre propre pays, la France, respectant la souveraineté des autres. Ce que disait très bien le général de Gaulle, en voyageant en Amérique latine, en allant au Québec, et en allant en Chine ou en Russie. Alors, comment donner une preuve de cela venant de la France ? Eh bien, je dirais quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Aujourd'hui, la décision va être prise concernant Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah sera de façon définitive libéré ou pas libéré aujourd'hui, selon la décision de justice. Eh bien, sur cela, Georges Ibrahim Abdallah a été condamné pour l'assassinat d'un Américain et d'un Israélien qui étaient très certainement, comme le dit Alain Bonnet, des agents du Mossad et des agents de la CIA, dans une guerre. À l'origine, il devait être condamné pour 10 ans. Il était condamné pour la prison à vie, après de multiples décisions, indécisions et autres. Et aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris se prononce sur sa demande de libération conditionnelle. Il a été 40 ans en prison et réunissait depuis 1999, selon le droit français, toutes les conditions de sa libération. Il n'a pas appartenu au Hamas, mais au Front populaire de libération de la Palestine et à la fraction armée libanaise. Donc on ne peut pas dire que c'est le Hamas, mais que c'est une concession au Hamas. Et il est libérable, encore une fois, depuis 1999. 9 demandes ont été faites pour sa libération, en conséquence. On a toujours dit non. Pourquoi ? Parce que les Américains et les services américains sont intervenus pour qu'il reste en prison, et on s'est soumis. Et Laurent Fabius lui-même l'a reconnu, parce qu'il avait reçu un message d'Hillary Clinton. Alors ce qu'il faut dire à Trump, c'est « T'es toujours pour Hillary Clinton si t'es pas pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et t'es toujours, si tu parles pas de Marwan Barghouti, t'es toujours pour un système colonial qui a été celui d'un sionisme dévoyé, car il y a des sionistes qui ne pensaient pas cela, comme les Leibowitz en Israël, que les gens feraient bien de relire. Voilà. Voilà qui permettent de clarifier les choses et qui donnerait à la France, enfin, son rôle dans le monde, et j'insiste, de médiateur, de catalyseur, d'inspirateur. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez,
vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes tombés bas dans l'opinion des autres. Alors pour cela, comment faire ? Nous allons nous-mêmes organiser une conférence bientôt, tentant de réunir tous les gens qui pensent en termes d'une paix basée sur le développement mutuel au Proche et Moyen-Orient, en reconnaissant le peuple palestinien et en libérant Marwan Barghouti. Et ce soit cette politique-là qu'on mette au premier plan. Alors je dirais, pour cela, il y a des souverainistes, mais évidemment, comme en bons souverainistes dans leur histoire, qui ne comprennent pas tout à fait ce qu'est la souveraineté, ils prennent plus de plaisir à se combattre entre eux qu'à défendre la souveraineté. Alors, qui avons-nous ? Nous avons l'ARAC, qui est l'association d'anciens combattants dans l'esprit d'Henri Barbus et de vaillants couturiers. Nous avons l'Association nationale des communistes, l'ANC. Et nous avons les militants, qui sont assez ardents, du pôle de renaissance communiste en France, le BRCF. Il y a Juan Branco, qui est un homme courageux. Ça, c'est la gauche. Et elle existe. La gauche, je veux dire, c'est le parti de la justice qui correspond à ce que la gauche n'a plus représenté depuis des années et des années. Et puis, il y a ce qu'on qualifie de droite. Il y a Florian Philippot, qui est pour sortir de l'OTAN. Ça correspond à ce que je défends, qui est demander la dissolution de l'OTAN parce qu'elle n'a plus lieu d'être si on fait la paix. Et il y a Asselineau, qui, malgré sa conviction qu'il est le seul, représente une référence qui peut et qui doit être utile. Donc tous ces gens-là se parlent enfin, même s'il y a des préventions, même s'il y a des suspicions, et même si ces préventions et ces suspicions peuvent être justifiées, qui se parlent et qu'on les prenne au mot. De la même façon qu'on doit prendre au mot, et je conclurai sur cela, Vladimir Poutine, lorsqu'il déclare que l'ordre futur dans le monde doit rendre justice aux pays du Sud, et que ce doit être un ordre qui ne soit pas unipolaire, mais il ne parle pas d'un ordre multipolaire ou polycentriste. Il parle de beaucoup plus de cela. Il parle, en utilisant une référence musicale, un ordre polyphonique. Alors cet ordre, évidemment, il faut passer aux actes. Et il faut que chacun le défende. Et la France devrait être par-delà les différents pays du monde. La France devrait être, dans sa vision et dans son intérêt émancipateur, devrait être à la tête de ces pays du Sud qui réclament leur souveraineté de façon peut-être qui n'est pas unie, qui n'est pas un front, mais qui est un ensemble de coïncidences, peut-être de choses qui ne sont pas toujours de même nature, mais qui vont dans le même sens. Et c'est ces différentes perspectives que la France devrait avoir pour mission de rassembler pour rejouer son rôle dans le monde. Je voudrais ajouter que nous avons en France des gens qui sont des adultes, qui travaillent sur le renseignement depuis longtemps, et qui ont une expérience, et qu'on devrait les écouter. Il s'agit d'Éric Donessé, qui, depuis longtemps, réfléchit à ces questions, Bernard Besson, qui a exercé des responsabilités importantes dans notre renseignement, c'est Alain Juillet, qui également a exercé des responsabilités importantes. C'est toute une série d'hommes et de femmes qui sont réunis autour d'eux. Et il faut les écouter lorsqu'ils nous disent « Rien ne commence le 24 février 2022. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est une conséquence avant d'être une cause. » Donc il faut rechercher les vraies causes et que la France s'attache à défendre les solutions. Je voulais vous dire, aujourd'hui, après cette intervention qui tente de remettre un peu d'ordre et, comme disent certains de mes amis, remettre des adultes dans l'immeuble mondial, dans la maison mondiale. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'adultes. Plus adultes, ce sont Xi Jinping et Poutine, je dois le dire, avec leurs propres intérêts, avec leurs propres, parfois,
prétentions, leur propre vision, mais qui ont plus un sens de ce que doit être un État et de ce que c'est une paix future. C'est ce qui a été discuté à Kazan le 22 et le 24 octobre 2024. Et c'est ce qui sera rediscuté dans la prochaine réunion de ce pays, et c'est ce qui doit être rediscuté dans toutes les réunions internationales. Alors, la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 se tient actuellement en Afrique du Sud, et Marco Rubio a dit « Non, je n'irai pas à l'Afrique du Sud, il a joué un très mauvais rôle, il a accusé Israël et a saisi la Cour de justice internationale. » Ben non, je dis non à Marco Rubio. C'est stupide, c'est dangereux, et ça peut même devenir criminel. Donc il faut reconnaître ce qui a pu être fait. Et là, je dois dire dans l'histoire, l'exemple de Nelson Mandela est essentiel. Pourquoi ? Parlons précisément de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela a évité un bain de sang que tout le monde annonçait en Afrique du Sud. Après la fin de la guerre, il faut bien appeler cela une guerre. Bien Mandela, après 27 ans de prison, est sorti en disant « Je n'en veux pas aux Blancs en tant que tels, j'en veux à l'apartheid ». Et il a fait c'était une conférence internationale, la convention internationale, sur la réconciliation et la paix entre Sud-Africains. Avec cette idée de pardonner les offenses, traité de Westphalie, et créer un sens de l'intérêt mutuel, encore traité de Westphalie. Et c'est dans cette direction que l'on doit aller, y compris au Proche et Moyen-Orient, et peut-être une chance pour le Proche et Moyen-Orient. À notre dernière réunion, vendredi dernier, la Coalition internationale pour la paix, Naledi Pandor a expliqué comment Mandela avait ainsi réuni et réussi à éviter la dissolution de la nation. Eh bien, c'est cet exemple auquel il faut penser lorsqu'il y a des oppositions terribles, apparemment insolubles, entre peuples, les Ukrainiens et les Russes, les Palestiniens et les Israéliens. C'est la notion que le grand penseur du début de la Renaissance, Nicolas de Cuse, appelait la coïncidence des opposés, que les Chinois appellent la coexistence pacifique sans uniformisation, et ce que Jean Bodin appelait l'harmonie des dissonances. Et voilà ce que nous devons réussir à rétablir cet esprit en France, y compris avec l'harmonie des dissonances en notre propre pays, pourvu qu'on assure qu'il n'y ait pas ce sournois apartheid qui s'est développé en France contre les pauvres et contre ceux qui ne sont pas diplômés. Eh bien, voilà tout un programme. Je vous demande de soutenir notre mouvement, parce que ce que je vous ai dit ce soir, et excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je crois qu'il le fallait, ce que je vous ai dit ce soir, vous ne l'entendrez pas ailleurs. Vous l'entendrez des gens pro-Trump, des gens pro-Poutine, des gens pro-Van der Heyden. Vous n'entendrez pas le discours ou la présentation ou l'inspiration que j'ai essayé de présenter ce soir. Donc aidez-nous, c'est le moment de nous aider. Comme disait le général de Gaulle en son temps, aidez-moi, parce que ce moment de l'histoire est extrêmement dangereux et un sursaut est indispensable. Merci.